parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Gilles Parent. Vous allez nous retrouver sur plusieurs applications qui existent bien évidemment sur le World Wide Web, mon Dieu. Les 3W qu'on dit quasiment plus parce qu'on n'a plus besoin de le faire. Alors, vous nous trouvez sur Spotify, sur Google Podcasts, Apple Balado, ainsi que YouTube et bien sûr sur gillesparent.com. Bienvenue pour cette autre édition de podcast de Parents et Amis. La pandémie a forcé plusieurs Québécois à modifier leurs habitudes dans bien des aspects de leur vie. C'est une évidence maintenant, l'impossibilité de circuler librement, les confinements répétés, les fameuses zones de couleur ont été des freins à plusieurs activités certainement. Mais étrangement, par ricochet, certains secteurs économiques ont connu un achalandage inattendu, particulièrement dans le loisir. Le plein air, les activités extérieures, les randonnées dans la nature ont vraiment explosé. Retour sur la dernière année, perspective sur les saisons à venir avec l'excellent chroniqueur plein air chasse pêche du Journal de Québec, le seul et unique Julien Cabana qu'on retrouve. Bonjour Julien. Bonjour, mon ami. Quelle présentation. Je vous remercie. Il va falloir être bon. Oui, c'est une bonne raison. Hey, tu sais que le premier chroniqueur dans ma vie avec qui j'ai fait une chronique, c'est toi, à l'époque de CFLS, un dimanche matin. Te rappelles-tu de ça? Très bien, je me souviens très bien. On avait travaillé ensemble aussi à l'université. Oui, écoute, c'est comme quoi on était dû pour se retrouver. Puis c'est difficile de te manquer parce que, franchement, j'allais dire, par chance, t'étais à la retraite. J'ai eu l'impression à un moment donné que tu quittais le Journal de Québec puis tu faisais comme un collaborateur spécial. Mais écoute, on te lit... pour moi, ils ne peuvent pas se passer de toi. T'es trop bon. Ça, en fait, ça s'est produit d'une façon très spéciale. Québécois nous a racheté en 2014 les plus anciens. Question de régulariser les budgets, économie, tout ça. Et moi, tout le monde s'en allait à la retraite. Moi, on me dit, on veut garder 2 signatures dans le Journal de Québec sans faute. Celle d'Albert Ladouceur, qui naturellement, Albert, malheureusement, est décédé aujourd'hui, et la tienne. OK. Et la tienne. On veut pas que les gens voient la différence. Ben oui, mais écoutez, j'ai dit, une retraite, non, il y a une carte, on commence. Fait que là, ils m'ont donné 2 semaines de répit, ils ont été gentils. Puis après ça, on a commencé, mais je pense qu'ils ont été victimes du succès que ça a donné tout de suite, parce que les gens sont accrochés, parce que les gens veulent du plein air, ils veulent de la pêche, ils veulent de la chasse, ils veulent du quad, ils veulent du camping, ils veulent de la randonnée, ils veulent ce que tu disais tout à l'heure, tout ce qui est plein air. Les gens en mangent, sont habitués. Alors, écoute, ils en veulent, puis moi, étant donné que ça fait quand même, je suis dans ma 46e année au Journal de Québec, donc, ça fait quelques années que les gens me lisent et bon, ils ont continué à me lire. Et puis, pour le public, ça paraît pas, mais moi, je sais, comme tu dis, que effectivement, en 2014, j'étais chanceux d'avoir pris une retraite. Je travaille beaucoup pendant mon post-retraite, si on peut dire. Mais j'ai l'impression que tu aimes autant ça qu'avant. Est-ce que je me trompe? J'aime autant ça parce que, vois-tu, tout le monde parle du télétravail et ces choses-là. Puis il y a des gens qui disent c'est pas agréable, on ne voit pas nos copains d'eau. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça toute ma vie. Alors, j'adore ça parce que j'ai une liberté pleine et entière. Je fais les choses que je veux, je renseigne les gens sur ce qu'ils veulent, je les côtoie dans la nature. J'ai une liberté que, lorsque j'étais un employé à temps plein au journal, je n'avais pas. Parce qu'il fallait que j'étais dans un certain carcan, on peut dire, administratif. Là, je suis libre. Je suis un collaborateur spécial. Donc, c'est moi qui régis mon temps, c'est moi qui régis les choses. Alors, écoute, je vis de mes passions. Je ne fais que mes passions. Comment tu peux que j'aime pas ça? Ben, je comprends. Est-ce que tu as le temps encore d'aller dans le bois, à la pêche, aller faire de la motoneige, aller voir des camps, aller voir des... Est-ce que tu as encore le temps de faire ça ou tu as changé un peu ta façon de travailler? Non. Au contraire, j'ai plus de temps qu'avant parce que je n'ai pas, comme je te disais, à être là nécessairement tous les jours au bureau. Donc, comme la semaine prochaine, je pars, je m'en vais, je fais la réserve phonique Saint-Maurice, la réserve phonique Mastigouche, sur le même voyage. Je vais être en forêt. Parce que ce que j'écris et ce que je rencontre aux gens, je l'ai vécu. Et que c'est pareil en motoneige, c'est pareil en quad, c'est pareil dans tout ce que je fais. Parce que je me suis toujours fait un devoir au fil du temps d'arriver à un endroit et de dire à la personne où je suis, je ne veux pas de cadeau de journaliste, on sait ce qu'on veut dire quand on dit ça. Oui. Tu sais très bien ce que je veux dire. Je
Je veux pas de traitement de faveur, je veux le même type de voyage, excursion que le lecteur, après m'avoir lu, va vivre. OK. Et c'est pour ça que les gens, je pense, sont restés accrochés à ce que je fais, parce que j'ai toujours donné l'heure juste. Et j'ai même écrit des textes, j'ai peut-être les ai pas vus, là, mais à un moment donné, je l'ai dit, bon, par exemple, le chevreuil a gagné, ou le saumon a gagné, tu sais, j'expliquais que j'avais perdu contre l'animal ou contre le poisson, tout ça, tu sais. C'est la vérité, il faut arrêter de dire qu'on est des surhommes parce qu'on fait ce métier-là. Comme tout le monde, on cherche, on travaille, on se promène d'un lac à l'autre. Une journée, ça va bien, une autre journée, ça va moins bien. Écoute, tu sais, il faut rester humain, rester vrai. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Ben oui, c'est le même que tu dures, effectivement. Mais le fait que tu as un impact, que tu as un intérêt, tu connais ça, il doit y avoir beaucoup d'invitations, pareil, beaucoup de gens qui doivent, sans vouloir te soudoyer, juste te dire, Julien, viens donc faire un bout de chemin par chez nous, viens donc voir nos installations. Ça doit être épouvantable, le nombre d'invitations que tu as d'une année. Écoute, c'est sûr que si j'écoutais tout ce qu'on me dit, je quitterais Québec à peu près au mois de janvier, la maison chez moi, puis je reviendrais probablement pour fêter Noël, puis je repartirais. Parce que là, c'est des randonnées de motoneige, c'est des excursions de pêche, c'est des excursions de chasse. Il faut que tu viennes voir ci, il faut que tu viennes voir ça. Et à un moment donné, il faut que je fasse un tri en pensant aux lecteurs. Oui. Je veux donner aux gens des choses qui sont faisables par le public. Oui, dans une saison, je vais présenter parfois une aventure exceptionnelle, faire rêver un peu, Oui. mais de façon générale, j'essaie d'avoir des activités dans tous les domaines que monsieur et madame tout le monde peut faire. Pas nécessaire d'être riche à craquer pour faire des excursions comme on fait. T'sais. On fait des choses raisonnables aussi. J'ai l'impression, Julien, que quand on a mis le Québec sur pause en mars, il y a un an maintenant, un petit peu plus qu'un an, il y a bien des entreprises dans ton domaine liées au plein air qui croyaient que l'année 2020, ça serait une catastrophe. Tu sais, quand ils ont tout arrêté, il y en a qui devaient capoter. Puis finalement, c'est peut-être un des domaines, le plein air, le quad, la motoneige. On extensionne vers les piscines, tout ce qui est tout ce qui est l'extérieur. Ça a été une année folle que personne n'avait anticipé. C'était-tu pareil dans ton domaine? Est-ce qu'il y en a qui ont craint au départ? Écoute, je vais te donner un exemple. Lorsque j'étais, moi, au salon d'Exposité, au salon camping plein air chasse-pêche, j'avais un kiosque puis je vendais mon livre. OK. Lorsque le premier ministre a décidé de fermer le Québec en conférence de presse, là, ils ont fermé le salon. Là, tu aurais dû entendre ce que j'entendais. Tout le monde me disait, c'est fini, on est fini, on va tout perdre, on va faire faillite, on va dire ruiner. Les gens, là, ça disait toutes sortes de choses. Alors là, j'appelais ces gens-là au début du confinement, tu sais, puis c'est ce qu'on me disait. Écoute, j'ai pas hâte. Et là, lorsque ça a réouvert, au printemps, oui. Un petit peu plus loin. Là, mon vieux, je n'étais plus capable de leur parler. Il manquait de bras. C'est ça, j'appelle le gars, j'ai dit, coudonc, j'ai dit, Simonac, ça fait plusieurs fois que je t'appelle, tu ne me réponds pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas capable, pauvre toi, je te parle là, puis il dit, on va faire ça vite, puis je suis pogné. T'es pogné à quoi? Hey, il dit, c'est fou, le monde rentre, il achète, dans les quads, il y a un ami qui en vendait. Le gars, il me dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il est rentré dans son bureau, le père, la mère, deux petits gars. Le gars, il a acheté un quad à lui, un quad à madame, puis un quad pour Jeanne à ces deux gars. Il avait du 4 en même temps. Hein? Puis pas de destination, on paye, final, bonsoir. Les pontons, dans les pontons, c'est pas des petites chaloupes, là. Non, puis c'est assez cher, c'est quoi? C'est 20-25 000? Je sais pas comment ça coûte un ponton. Ah, ça peut aller jusqu'à 60-70 000. Là. Écoute, OK, il y en a qui sont équipés en fou, là. Oui, mais ils en ont manqué à Québec. Les concessionnaires de bateaux en ont manqué. Ils ont manqué de motos marines. Ils ont manqué de motos comme les Spyder, les motos de route, tout ça, ça a manqué partout. Et les quads, mon Dieu Seigneur. Ah oui? Là, mon vieux, à un moment donné, t'arrives là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les showrooms et vite? Les deux gars, tu ne vendras pas grand-chose. Tu peux pas en vendre. J'en ai pas, puis j'en aurai pas. Les usines sont fermées, les usines ne fournissent pas. Les usines ont coupé la production de moitié parce qu'ils ont de la demande partout. Tu sais, c'est devenu, c'est en fait comme une vague là dans le domaine du plein air, de la chasse, de la pêche, de loisirs, dans le camping, dans le caravaning, dans tout ça, ça a été pareil. Tu sais. Je parlais aux gens de chez La Tulipe à Québec, j'ai dit, voyons, ils ont dit, regarde, c'est épouvantable ce qu'on vend. Tu sais, c'est tous les commerces qui touchent le loisir qu'on vient de parler, dans l'ensemble du phénomène loisir, de nature, tout ça. Partout, ça a explosé. Dans le fond, Julien, les gens se sont réfugiés à l'extérieur.
Tu as tout compris. Les gens, vu on ne peut pas faire de choses en dedans, on va aller dehors. Et là, beaucoup de gens ne connaissaient pas le Québec aussi. Ben oui. Et ils ont découvert le Québec. Et tu sais, des fois, le gars, il dit, moi, j'aime mieux aller dans le Maine, me faire brûler la bedaine. Mais là, il n'a pas vu qu'ici au Québec, il y en a des belles plages aussi à des endroits. Quand tu vas sur la Côte-Nord, moi, j'ai été partout au Québec. Puis quand tu montes, oui, la Gaspésie, c'est très beau, j'enlève rien à Gaspésie. Mais du côté nord, quand tu t'en vas vers passer Bécomo, là, en montant les îlets Caribou, ce coin-là, tout vers cette île, il y a des plages là, mon vieux. Il y a des endroits fantastiques. Ben là, les gens ont découvert là. Tu as vu, là, Natashquan est envahi de campeurs l'année dernière. Hey, Natashquan, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est loin du soleil de Québec, là. Hey, c'est loin de la ville de Québec, Natashquan. J'ai été plusieurs fois, mais c'est au bout, là, la route 138 a fini là, en haut de Natashquan. Dans le fond, pour tout le monde, c'est du jamais vu, Julien. Peu importe à qui tu parlais, je suis certain que les gens qui ont un camping là-bas, ils se disent, bon, ben là, les gens ne peuvent pas sortir, il y en a qui vont venir, mais il y en a, ils ne pensaient jamais d'en avoir autant. On a vu la Gaspésie, les débordements, il y a des nouvelles règles cette année, mais tout le monde s'est fait prendre. Autant celui qui vend de l'équipement, celle qui vend de l'équipement, que celui qui voyage, que celle qui voyage, les familles. Puis je suis pas sûr que 2021 va être bien différent. Non, 2021 est aussi rempli. Et je peux te dire qu'à certains endroits, c'est rendu à 2022, les réservations. La dernière fois que j'ai parlé avec quelqu'un de l'Office du tourisme de la Côte-Nord, entre autres, on m'a dit que de Tadoussac à Bécomo, à Sept-Îles, pas à Bécomo, à Sept-Îles, excuse-moi, il n'y a plus rien disponible dans un camping avant le début du mois d'août. Rien, plus de place. C'est rempli dans ce coin-là. Parce que c'est pas des campings qui ont des grosses capacités. Mais non. C'est un afflux de monde qui arrive, là. Et écoute, je parle à des gens qui vendent des véhicules, là, de 150, 200 000, 225 000. Ça commence à être une dépense, là, mon vieux. Un gars, il dit, je l'ai plus. Comment ça, t'en as plus? Je suis plus capable d'avoir un camion pour les faire. Je suis plus capable d'avoir des véhicules. Ma commande de caravane a été coupée de moitié, ces choses-là. Regarde, c'est une folie, mon vieux, c'est une folie. Au Québec, là, c'est vraiment une explosion. Hein. Fantastique. Vraiment que moi, ça fait longtemps que je le prêche, tu le sais. Ouais. La nature du Québec, c'est un trésor qu'on a, que beaucoup de gens ne connaissaient pas, mais qui ont été obligés de connaître. Ça, c'est le bon côté de la pandémie. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Écoute, puis là, on n'a pas, Julien, on jase ensemble, on n'a pas parlé de pistes cyclables, des sentiers de forêt qui ont été aménagés, que les gens ne savaient même pas que ça existait, les rivières avec des bars, puis des endroits extraordinaires pour pouvoir y marcher, le retour à la campagne, le retour au chalet, le camping en nature. Écoute, la CEPAC aussi a dû avoir les oreilles chaudes aussi, là. Ah, tout est plein, ils s'arrachent les cheveux sur la tête des bouts, les chalets, ça se bouscule. Tu sais, les gens, ce qui est important, ce que tu viens de dire, c'est tellement vrai qu'à certains endroits, ils ont développé des choses. Pouf, ils ont été envahis. Là. Ils ne s'attendaient pas à ça, là, les gens-là. Là. Que ce soit en piste cyclable, que ce soit en randonnée, les gens, ils partent à l'activité. D'un coup, mon Dieu, mais c'est quoi tout ce paquet de monde-là? Là? Il y a les descentes, le kayak, l'organisation de kayak, ici, dans le coin du Stoneham, là. Ça, dans ce coin-là, là, il y a une organisation qui fait des excursions en kayak, ça. Le gars me dit au début de la saison, il dit, ouais, je te dis qu'on va manger nos bois cette année, c'est ça. J'y reparle, il dit, je n'ai jamais fait une saison comme celle-là, je sais plus quoi faire. Je manque de monde, j'ai besoin de personnes pour escorter, tu sais. Le gars, tout a explosé. Ça a été vraiment une réaction contraire. Le public a dit, nous autres, on veut bouger, on veut faire quelque chose. Mais regarde, on ne peut pas aller aux États-Unis, on ne peut pas traverser la frontière, on ne peut pas aller dans les autres provinces. On va venir au Québec. Attelez-vous. Là, les régions, ils se sont fait envahir à tous les niveaux. Hein. Ce qui était exceptionnel du Québec, puis probablement que les gens l'ont réalisé, Julien, il y a des places connues, là. Mais quand tu regardes l'immensité du territoire, tu te dis, t'es toujours capable de trouver quelque chose pareil. Tu sais, quelqu'un qui va aller vers la baie James, d'abord, ça prend pas 10 minutes, mais il y a des chemins maintenant qui s'y rendent. Il y en a qui vont en motocross, ils amènent leur motocross, ils vont vivre des choses exceptionnelles là-bas. Écoute, quand tu te mets à lire là-dessus, parce qu'Internet maintenant nous donne ces accès-là qu'on n'avait pas, tu tapes n'importe quoi sur Internet du Québec, tu vas te rendre compte qu'il y a des clubs de des clubs de quad, des gens qui partent en randonnée dans telle place, traînent avec le trailer. Donc, autrement dit, le territoire est tellement vaste au Québec que tu peux trouver une place qui va faire ton affaire. Il s'agit juste de fouiller un peu. Et les gens commencent. On voit que les gens, là, les endroits qui n'étaient pas tellement visités ou à des très faibles pourcentages, là, tu vois que les gens les ont découverts. Là, tu vois que les gens fouillent. Moi, je regarde la réserve Port-Cartier-Sept-Îles. Oui. C'est loin, la réserve Port-Cartier-Sept-Îles, tu sais.
Quand je suis allé, il y a 2 ans, le gars, il me dit, il n'y a pas vraiment de monde. Ça, l'année passée, on a fait le reportage, on a poussé ça un peu. Ensuite, il y a eu une réaction, puis là, les gens ont commencé à revenir. Puis là, ça dit à ses chums. Va là, il y a ça. Va là, il y a ça. Il y a des sentiers de randonnée, tu peux faire ça. C'est que la pêche à plusieurs endroits, maintenant, en pourvoirie, n'importe quoi, ils ont développé un système que oui, tu vas à la pêche. OK, tu loues un chalet, on va à la pêche. Mais une fois que la pêche est finie, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, tu as des sentiers de randonnée, tu as des sentiers de vélo de montagne, tu as toutes sortes de choses comme ça qui sont développées comme activité sur le même territoire où tu fais ta pêche. Fait que finalement, ça devient des espèces de gros camps de vacances où tout le monde se retrouve. Moi, j'ai vu des transformations dans ça, de territoires absolument phénoménales. Honnêtement, là, quand j'ai commencé à des endroits, là, un petit camp en bois rond avec une bécasse en arrière. Puis, la fameuse chiotte, hein, Julien? Ah oui, puis on se lavait à travers, comme disait les vieux, là, faisait bouillir de l'eau avec de barbouillette, là. La douche n'était pas trop forte, là. Mais aujourd'hui, écoute, tu vas de n'importe où, tu as un confort remarquable. Les réserves, les pourvoyeurs, les actes, n'importe quoi, tous ces structures-là, ils sont développés. Le prêt à camper, on parlait du camping, le prêt à camper. Quelqu'un qui vit dans un endroit où il ne peut pas avoir de tente, d'équipement ou une caravane, une tente de caravane, il n'y a pas de place à l'entreposer. Tu sais, il vit dans un 3e étage, exemple. Aujourd'hui, il peut vivre une semaine de camping, 2 semaines de camping s'il veut, avec le prêt à camper. Il loue un prêt à camper, que ce soit une yacht, que ce soit une tente, que ce soit n'importe quoi. Une caravane, ça se loue partout maintenant. Tu sais, le gars, il part avec son linge, il rentre là-dedans, il fait son camping de 2 semaines. Il s'en va, c'est des vacances qui sont différentes. Et avant, là, c'est des choses-là, ça n'existait pas. Mais c'est pas arrivé juste avec la pandémie, c'est arrivé avec les nouvelles possibilités, comme les mini chalets, les mini maisons, ce qu'ils appellent les tentes qui sont comme permanentes mais temporaires, c'est-à-dire qu'elles sont très luxueuses mais que tu peux enlever. Ouais. Donc ça, c'était déjà enclenché, j'imagine, Julien? Oh, oui, ça fait longtemps. C'était déjà enclenché, mais l'échelle était plus faible. Ben oui. Mais la demande, les gens, quand ils ont goûté à ça, c'est en partie, là. Pouf, là, j'ai vu des choses, tu sais, honnêtement, je regardais des fois. D'abord, moi, une yacht, là, les yachts que j'ai vues, j'avais vu avant, c'était à la télévision, puis c'était en Mongolie, puis ça avait l'air un peu rock'n'roll, vivre là-dedans. Là, je t'ai invité, je vais voir ça en passant par un ATI. Ils ont dit, on va vous montrer des villages de yachts qui ont été créés par un promoteur. Ouais, j'ai dit, ouais. Je rentre dans ça, mon ami. C'était impeccable. C'était beau, là. J'étais quasiment dans un chalet, c'est une tente à place. Avec la coupole en haut, le soir, la lumière qui rentre de la nuit, tout ça, tu dis, mon Dieu, c'est quoi ça? Ça, aujourd'hui, c'est un phénomène qui est beaucoup demandé par les gens, qui a été développé partout maintenant au Québec. J'ai préparé un reportage sur un camping qui a un prêt-à-porter qui s'appelle la goutte d'eau. Tu montes un escalier, puis tu t'installes dans une structure qui est faite comme une goutte d'eau. Puis tu dors dans ça, c'est ton prêt à camper. Tu sais. Et tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Puis ça marche. Ça veut dire qu'il y en a qui aiment ça, l'exotisme, des choses différentes qu'ils n'ont jamais faites. Ben oui, c'est ça. Et les gens sont aperçus, les gens ont découvert la richesse du Québec. Tu sais. On savait, moi, ce que je disais aux gens, je parlais beaucoup avec des gens un peu partout. Les gens savaient, moi, j'étais à Paris, moi, j'étais au Mexique, moi, j'étais ici, j'étais là. Ils disaient, tu connais tout ça, cette île? Quoi? Oui, toi. Cette île, bien trop loin, t'es à l'autre bout, là-bas. Ben oui. Mais à l'autre bout, là-bas, là, il y a quelque chose, là. Puis si tu vas plus loin, là, cette tente, là, pars de cette île, puis monte jusqu'à Blanc-Sablon, tu vas voir qu'il y a des choses à voir dans ce coin-là, mon ami. Là, c'est ça, les gens, ils comprennent pas. Mais Julien, écoute, quand quelqu'un a essayé ça, mettons, il est parti 10 jours sur la Côte-Nord, Port-Cartier, puis il s'est promené, il y en a qui prennent le traversier, s'en vont sur la Rive-Sud, mais peu importe comment tu gères ça, tu te rends compte au bout de 10 jours, t'es resté en argent canadien, t'es allé à l'épicerie souvent pour faire ramasser tes victuailles. T'as arrêté de temps en temps dans un petit snack bar, manger 2-3 hot dogs. Quand t'as dépensé 25$ là-dedans, il faut que t'aies mangé pas mal. Ça prend une grosse poutine. Fait que finalement, tu fais le total. Tu te dis, j'ai vu des choses exceptionnelles que j'ai jamais vues. J'ai appris sur ma province. J'ai appris sur la flore, la faune, la forêt. J'ai rencontré des gens bien sympathiques que j'aurais jamais vu de ma vie. Puis au total, ça m'a peut-être coûté 3 fois moins cher que si j'étais allé à Vancouver ou si j'étais allé faire un tour sur la Côte d'Azur, tu sais. Puis peut-être 5 fois moins cher. Écoute, je te donne un exemple. L'observation de l'ours noir, tu vas rire, mais dans Charlevoix, il y a des pourvoyeurs qui fonctionnent avec les auberges. C'est à l'auberge, puis
sur le mur de l'activité d'observation de l'ours noir. Fait qu'ils ont créé des condos dans les arbres, des cabanes grillagées, tout ça, où ils installent les visiteurs, puis là, plus loin, il y a un set d'appontage, ils nourrissent les ours. Fait que les ours viennent, les gens font des photos, tout ça. Ça peut paraître niaiseux d'en parler comme ça, mais pour les gens qui n'ont jamais vu un ours de leur vie, de le voir arriver, de le voir comme ça évoluer, c'est un exemple d'activité, ça, qu'avant, les premiers qui ont fait ça, ils passaient pour un peu des hurluberlus, mais aujourd'hui, c'est populaire. Ben, écoute. Un enfant, là, Ouais. c'est comme moi qu'un petit gars, là, quand on était petits nous autres, là, on avait 10, 12 ans, là, voir un ours dans le bois, c'était quelque chose. Hein? Ben, voyons. Mais ça, Ça rêve les enfants d'aujourd'hui. Julien, tu parles de ça, mais parmi les activités que moi, mes beaux-parents m'ont parlé de ça, puis ils ont dit c'est une des choses qui me reparlent encore comme étant exceptionnelle. Genre, t'es avec un guide, 5 heures du matin, donc tu pars, puis tu t'en vas voir les orignaux, puis le gars cale, puis tu viens voir les orignaux arriver sur le bord du lac, les gens ils prennent des photos. Mes beaux-parents, il y avait des Français qui étaient en visite, puis des amis de l'Ouest canadien, et ils ont capoté. Mais vraiment, littéralement, c'est une des choses les plus naturelles et plus le fun de voir la maîtrise du guide, l'orignal qui s'approche. Il dit, c'est le géant de notre forêt. Puis combien de gens en ont vu dans leur vie pour vrai en nature? Non, c'est sûr, parce que ce que tu dis là, ça se faisait dans la forêt Montmorency, ça se faisait à Madeleine, dans le parc de la Jacques-Cartier. Ouais. C'était des rencontres qui étaient organisées comme ça. Et ça, c'était au début, quand ça partit, encore une fois, Pierre, je m'excuse de son nom de famille, je m'en souviens pas, mais je sais qu'il s'appelait Pierre. Lui, Pierre, quand il a parti ça, je me rappelle, j'avais fait un reportage avec lui. C'était découragé pour le petit gars. Il dit, ça marche pas, ça. Je dis, attends, on va t'aider. Finalement, ça a parti. Puis là, les gens sont allés. Là, ça a commencé. 2 ans plus tard, il me dit, je suis rempli. Et c'est exactement ça qu'il faisait. Il faisait traverser le territoire, puis tout ça, tranquillement. Et ça finissait par l'appel sur le bord du lac. Là, les gens étaient complètement virés à l'envers. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu la chance, à cause de mon métier, puis comme chasseur aussi, d'avoir beaucoup des orignaux sans venir dans un plan d'eau, sans venir dans une coulée ou dans une swamp. J'ai tout vu ça, tu sais, dans ma vie. Mais c'est majestueux, c'est un spectacle qui te magnétise, t'es comme perdu dans le temps, là, tu sais, t'es figé là, puis il n'y a plus rien qui compte, là. C'est l'image que tu vois, le comportement des animaux aussi. C'est ça qui est important, les voir évoluer. Pas juste dans un zoo qui sont dans une cage, tu sais, t'es vu évoluer là, ils sont en nature. Puis il choisit de venir, imagine-toi, tu l'appelles, puis il choisit de venir te répondre, puis de venir voir qu'est-ce qu'il l'appelle. Ça, c'est la plus grande victoire, moi, je trouve, pour un chasseur, c'est ça. C'est de voir l'animal que tu appelles qui est là. Pas de le récolter, c'est rien, ça. Moi, c'est ça. J'ai toujours aimé ça. Mais tous ceux qui m'en ont parlé, Julien, me disent quand tu l'entends se déplacer dans le bois, qui s'en vient, qui s'approche, ils appellent ça le buck fever pour certains. Je sais que mon père m'avait déjà dit à un moment donné, éventuellement, c'est arrivé, il l'entendait descendre la montagne, puis quand il est arrivé sur le bord de l'eau, il shakeait comme une trempe. Il tremblait là, comme un arbre. Il dit, je pensais jamais que ça serait aussi impressionnant que ça. Écoute, c'est un bulldozer qui sort du bois, c'est ça. Prends une machinerie qui sort du bois, là, c'est ce que tu entends venir. Là, il n'y a rien. Imagine-toi, c'est le petit matin, tu es dans la brume. Là, tu es là, ça fait 2-3 jours, tu cales, tu attends, puis tout à coup, tu as une petite réponse. Une petite réponse. Et là, quand il décide de sortir, parce que ton père a vécu, je me rappelle une fois, il descendait dans une petite montagne en avant de moi, puis je regardais ça, puis je cherchais à le trouver, tu sais, dans le bois. Je voyais les arbres bouger. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il est arrivé, il a sorti dans le bord de la petite swamp où j'étais. Là, il s'est stationné là, puis il s'est couché le panache sur le dos. Il avait le poil là-bas, bien droit, puis là, il disait, viens te battre. Tu m'appelles, là? Tu veux te battre? Viens te battre. C'est ça qu'il me disait. C'est assez hallucinant. C'est complètement hallucinant. Je pense pas qu'un animal comme ça, qui est énorme, ça vienne sur toi comme ça, tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Oui, ben oui. Oui. Non, j'allais dire, est-ce que, je voulais revenir un petit peu, bon, on parlait de la chasse, puis je voulais revenir un peu à la pêche parce qu'on ne peut parler, mais c'est une des choses accessibles. Est-ce qu'il y a eu une surpêche l'année passée, vu qu'il y avait une grande affluence, ou il y a tellement de lacs au Québec, est-ce qu'on a été capable, à la CEPAC, puis les agents de la faune, tout ça, de gérer quelque chose de plus ou moins raisonnable? Oui, la pression de pêche, il y a encore de la place pour de la pression de pêche. Le Québec, c'est un immense territoire. Ben oui. T'sais. Et à plusieurs endroits, on aide la nature. Il y a des ensemencements qui se font, ces choses-là. Fait qu'on ne pourra pas arriver à vider là, des lacs par une surpêche. D'abord, l'accès est contingenté, l'accès est contrôlé un peu partout. Et les gens ont dépassé, je pense, l'époque où j'appelais ça les vieux là, qui partaient avec une chaussure de 5 gallons puis remplissaient ça de poissons. C'est plus ça là, aujourd'hui. Là. Les gens,
Même les plus jeunes, souvent. Regarde, nous autres, souvent, on part, là, je pars avec des amis, on va à la pêche. Souvent, on ne rapporte pas de poisson, on la consomme sur place. Là, on est rendu là, beaucoup de gens sont rendus là. Ce que j'appelle, moi, les poignées de poissons qu'il y avait au début, quand j'ai commencé, là, les viandeux, là, c'est ça que je veux dire. Là, Ouais. c'est de moins en moins. Ça nomme sous beaucoup de jeunes. Écoute, il y a des forfaits qui existent à des endroits. C'est offert à des jeunes avec un canot. Ils partent avec le canot sur le dos, la tente, ils feront en bois la boussole, s'installent sur le bord du lac, prennent leur petit souper le soir, leur petite bouteille de vin, ils mangent le poisson. Après, ils s'en reviennent. Puis ils ont fait un voyage merveilleux, eux autres. Ça existe. Hein? C'est des forfaits qui se pratiquent maintenant. On est rendu là, tu sais, puis il y a de tout maintenant dans les territoires organisés. De tout. Tu as vécu, tu sais, je veux pas te vieillir, mais tu as commencé jeune, c'est ça qu'il faut dire, ça fait plus de 40 ans que tu es là-dedans, mais toi, tu as vraiment vécu la transition graduelle, constante, de nos parents dans les années 60 qui prenaient un 26 onces de gin puis qui tiraient derrière la chiotte dans le bois, puis il n'y a pas de problème, qui prenaient une liqueur sur le lac puis ils sacraient ça dans le fond du lac. Puis, tu sais, après ça, graduellement, il y a eu des gens qui ont commencé à être conscientisés. Encore plus loin, de ceux qui avaient des amoncellements à leur camp de pêche, mettons, ou leur camp de chasse, ils ont vidé. Il y en a qui ont dit, garde, avec des voyages, des trailers, ils ont sorti toute la cochonnerie qu'il y avait sur leur terrain. On est ailleurs. Là. Aujourd'hui, tu prends une marche, tu t'en vas dans le bois, puis si quelqu'un prend sa bouteille puis attire dans le bois, il y en a un qui va crier par la tête « Hey, le tarlac, qu'est-ce que tu fais là? Rabasse! » Moi, si je vois quelqu'un faire, je la ramasse puis j'y donne. Je veux dire, j'y tue là, transporter vite, ramène la plaine, mais moins pesante. Mais t'es d'accord que ça a changé sur 40 ans, là? Ah, énormément. Regarde, je donne juste un exemple. Nous, avec des amis de Québec, dont les gars du Montego, du graffiti, tout ça, Adolfo, Mario, tout, Michel du Paris-Brest, que tu connais aussi, bon, on a eu un camp de pêche à Côte-Nord ensemble pendant 32 ans. OK. Et quand on a signé l'entente avec le transporteur aérien, parce qu'on rentrait juste en hydravion, j'ai dit au gars, on va mettre une clause. Tu ressors les vidanges. Ben voyons, sortir les vidanges. Tu fais comme tout le monde, creuse un trou en arrière, puis sac ça dans le trou. Je lui ai dit non. Je veux pas de vidange autour du camp, je veux rien savoir. Fait que finalement, on brûlait ce qu'il y avait à brûler, on sortait effectivement nos déchets, les canettes, les bouteilles, ces choses-là. Et le même gars qui était le propriétaire de la compagnie, 5 ou 6 ans plus tard, il est venu nous reconduire avec l'hydravion. Quand tu es rentré au-dessus du chalet, il s'est posé sur le lac et il m'a dit « Je m'excuse, parce que ce que tu m'avais demandé de faire, c'est formidable. » Parce qu'il dit « Quand on vient chez vous, il n'y a aucun déchet. » Moi, je te jure, Gilles, quand je suis arrivé là et quand je suis parti, c'était pareil. La nature n'avait pas été dérangée. Pas de 4 roues d'un trail, tout à pied. On vivait vraiment. Tu sais, on a laissé les animaux, les caribous qui passaient, les orignaux qui passaient devant nous autres. Regarde, on a vécu 30 années fantastiques là. Et on s'est adapté, puis on a respecté, puis on a donné en héritage à nos plus jeunes, des gens qui venaient, qui ont compris aussi. Puis c'est ça notre rôle aussi, disons pas les plus vieux, mais les hommes d'expérience. Là. Il faut qu'on l'enseigne aux jeunes. Il faut qu'on leur montre la nature, ça se respecte. Hey, on est chanceux, on a les mots du mot Taranjo au Québec. Hein. Je comprends. Dis-moi, Julien, ce qui s'est passé depuis un an puis ce qui va se passer cette année, outre le fait qu'on est capable de prendre cette pression-là, puis comme tu dis, on ne videra pas tous les lacs, est-ce qu'il y a un déséquilibre qui a été noté, mettons, de la nature ou une pression sur l'écosystème qui est démesurée, ou si dans l'ensemble, même s'il y a eu une grosse affluence, ça n'a pas été si pire? On a tous en tête là, les gens qui sont embarqués avec le 4x4 sur le bord de la grève en Gaspésie. Ça, il y avait des colons qui ont tout laissé là en déchets, mais ça, on comprend qu'il y avait c'est des débordements, mais on peut pas dire que c'est la majorité. J'espère que tu me diras pas que c'est la majorité qui ont fait les Non, je te dirais, moi, ma pensée dans ça, dans n'importe quel niveau de loisir, okay? N'importe quel, campeur, motoneige, moto, ski de fond, raquette, name it, là, toute la gang. Moi, il y a toujours un pourcentage d'imbéciles. Si on ne gère pas pour les imbéciles, on gère pour monsieur et madame tout le monde, qui sont des gens respectueux, qui font attention. C'est encore des gens qui conduisent en état d'ébriété au Québec, quand on sait que la loi, tout ce qui s'est passé. Donc, ce pourcentage-là va toujours exister, malheureusement. Alors, ce qu'on a vu en Gaspésie, les débordements l'année passée, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. On vient de le voir dernièrement dans l'actualité, les gens à Montréal qui ont détruit les chalets à fêter. Là, eh, Seigneur! Écoute, il y aura toujours des gens comme ça dans une société, mais je veux dire, de façon générale. Ah non, c'est ça, je suis d'accord. Il y a eu beaucoup, puis il y a beaucoup maintenant de couples en forêt. Les femmes sont de plus en plus présentes. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur retraite, hommes et femmes, qui vont aller maintenant faire des séjours de pêche. Les camps
Pour 2 personnes, ils sont très populaires, beaucoup plus que les gros chalets de 10, 12, 15, comme le lac des Neiges, tu sais, c'est 16, là. Ouais. Et ça se loue pas tous les jours, ça, là. C'est une gang de 16, c'est rare en Montabaroute, là, c'est fini, là. C'est toutes 2 ou 4 personnes maximum, c'est des petits chalets. Les gens font une petite affaire, c'est une sortie de nature, les gens, ils se mettent des mangeoires d'oiseaux, c'est drôle, tu sais, les gens regardent ça, puis ça a beaucoup évolué, tu sais, que le gars arrivait qui sautait dans chaloupe à 5 heures le matin, puis là, il fouettait avec sa boucheuse jusqu'à 8 heures le soir. Pas oublier ça, là, c'est plus... Ce temps-là est révolu. Il y aura toujours des gens qui vont le faire. Ah ouais, mais c'est ça. On parle pas de l'exception là-dedans. Mais moi, je voulais aussi qu'on parle, parce que je sais que tu as écrit beaucoup là-dessus dans le Journal de Québec, les clubs, mettons, de quad ou de motoneige qui disent on travaille fort, on travaille, puis il y a beaucoup de bénévolat là-dedans, tu sais, l'entretien, couper des arbres, couper des branchailles, mais le manque de civisme, des fois, qui va leur faire perdre des territoires, par exemple, je sais pas, un agriculteur qui laisse passer sur son terrain les motoneiges ou les quads depuis des années, mais finalement qui est écœuré parce qu'il y a des sans-génies qui embarquent en 4 roues sur ses terres puis qui vont tout scraper. C'est pour ça que je comprenais que c'est pas la majorité, mais ça en prend une couple de têtes folles pour qu'ils perdent des avantages puis qu'ils nuisent à l'ensemble qui fait attention. Tu sais, moi, je n'ai pas fait ma raison parce que moi, je dis souvent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de conscience collective. Les gens, il a le goût de faire ça, il le fait. Il s'en fout. Il ne pense pas que s'il fait ça, il va effectivement détruire des choses, il va nuire, il va faire perdre des droits de passage au club. Non. Lui, il veut faire ça, c'est qu'il le fait. Il veut aller là, il le fait. Là, on ne pense plus aux autres, on ne pense plus à rien. C'est je, même moi, là, puis c'est beaucoup rendu comme ça dans ces gens-là qui commettent des gestes comme ça. Le pourcentage de personnes-là, c'est eux autres qui nous causent des problèmes. Puis, regarde, il y a des patrouilles, il y a tout ça d'enfants, il y a des amendes imposantes, puis il y en a qui ne se donnent pas. Ils continuent pareil à faire des imbéciles. Puis, ils roulent l'hiver en motoneige dans des endroits où il y a eu des plantations, ces choses-là, ils brisent tout. Ils gardent annuellement. Mais tu sais, il y en a un qui est mort cet hiver, un monsieur en motoneige. C'est épouvantable qu'il soit mort. Puis il était en plein milieu d'une plantation dans un endroit défendu. Qu'est-ce qu'il faisait là avec ses chums? Non, puis d'abord, quand tu vas là, tu es d'accord qu'un des risques aussi, c'est d'avoir un fil de barbelé que tu n'as pas vu? Il peut arriver n'importe quoi. Mais est-ce qu'il y a de la police plus qu'avant? Est-ce que quand même, c'est bien beau faire confiance? C'est beaucoup mieux. Oui, parce que du monde chaud d'ail en motoneige puis en quad, on avait déjà vu ça, là. Mais c'est moins ça a beaucoup diminué. Ben, tant mieux, je suis content d'entendre ça. Tu sais, la gang de chums qui disait, à soir, on va aller au club, on va aller au relais, on va aller prendre une bière, là. C'est ça. D'abord, les clubs n'ont plus de relais parce que c'est pas administrable, ça peut pas être rentable. Les relais, les clubs de motoneige ou de quad qui ont des relais qui leur appartiennent, il y en a quasiment plus. C'est tous des entreprises privées, des entrepreneurs qui participent avec le club, mais tu sais, ça n'existe plus, ça. Puis les gars, ils font plus ça. Les gars vont se promener, ils vont faire des randonnées, mais les gens sont conscients, tu sais, c'est tolérance zéro, hein. Puis là, avec la nouvelle loi, c'est les mêmes règles qui vont régir la conduite en motoneige, en quad, qu'en automobile. Les points de démérite vont s'appliquer, l'alcool s'applique, tout s'applique, là, ça ne jouera plus, là, à un moment donné, là, tu sais, là. Il va falloir que les gens comprennent, là, que on peut faire toutes les activités qu'on veut au Québec, on peut faire n'importe quoi, sauf il faut toujours se rappeler une chose. C'est un bien qui est collectif, ça appartient à tout le monde. Puis si tu veux que d'autres en profitent, si tu veux que tes enfants, tes petits-enfants en profitent, commence donc toi-même par respecter ce que tu fais, les lieux, les gens. Tout ça, c'est aussi simple que ça, là. Les gens qui commettent des gestes comme on le fait en Gaspésie, ça va sur le bord de la grève, ils se parquent n'importe où, ils laissent les déchets partout. Ça, c'est à part de d'autres choses qu'ils ont faites, qui ont été filmées. Tu sais comme moi ce que je veux dire. Ouais. Je vais dire, écoute, là, va chez eux, va devant leur maison, installe-toi là, ils ont des belles maisons, des beaux terrains. Commence à tirer des papiers, des sacs en plastique sur leur terrain. Check la bain arrivée, ils vont venir te ramasser les oreilles. On va dire, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Ben, c'est pas parce qu'ils sont en nature qu'ils peuvent le faire. Tu sais, les gens pensent que c'est caché. Tu sais, c'est pas de même, ça marche. En tout cas, moi, écoute, je pense qu'on est rendu dans une époque où le Québec est plein de possibilités. Il faut respecter tout ça, puis s'entendre, puis accepter aussi que d'autres ne pratiquent pas nécessairement la même activité que toi, mais que ces gens-là peuvent apprécier autant ce que tu fais que, tu sais, la tolérance. Il faut s'aider entre nous autres, là. Il y a beaucoup de sentiers de motoneige à des endroits en hiver, motoneige, l'été, qui servent
aux marcheurs, qui servent aux vélos, qui servent même à des stations d'équitation, des randonnées à cheval, tout ça. Tu sais, ils ont fait des espèces de corridors multifonctionnels. Alors, l'hiver, c'est motoneige, mais d'autres côtés, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on est rendu, là. On peut tout faire, puis on peut tout remplir, c'est sûr qu'on a la chance de vivre à Québec. Ça, moi, je trouve ça absolument formidable. Je me rappelle, quand j'étais allé au journal, quand c'était la chasse à l'oie à l'automne, j'appelais le pourvoyeur, puis je disais, les oies, ça rentre-tu? Il dit, oui, à partir d'1 heure après-midi, ça va être là. Là, je disais à mon boss, je finis ma chronique, je m'en vais. Il disait, fais ton ouvrage, puis je disais, laisse ton téléphone ouvert. Je m'en allais, j'avais mon linge dans l'auto, je partais du journal, 3 quarts d'heure après, j'étais assis, je chassais à l'oie blanche. Je fais ça, là. On est chanceux à Québec. Et là, on se parle, puis on pourra prendre l'auto, puis s'en aller au port de l'Enfer, dans les heures de Laurentides, ça prend 1h15, puis on pêche. C'est ça aussi à Québec. Tu as l'accès, effectivement. Mais dis-moi, une des choses, je profitais de ton expérience pour abuser un peu même de tes connaissances. J'ai l'impression, à part le virage plus conscient de l'environnement, moins sans génie dans le bois, puis moins irrespectueux, puis incivil, dis-moi, est-ce qu'il y a aussi le côté l'égalité des sexes qui s'installe dans le bois aussi? Oui. On voyait avant le monsieur qui avait son 4 roues, la madame était assise en arrière ou les enfants. Là, c'est rendu que le monsieur a son 4 roues, la madame est là, peut-être les enfants. Tu parlais d'un exemple tantôt, mais j'ai l'impression que c'est une tendance qui généralise chacun ses affaires. C'est l'époque où le gars disait à sa femme, assis-toi en arrière puis suis, là. Je te dis ce temps-là. Mais non, c'est sûr. La madame avait sa motoneige, avait son quad. Il y a un cours qui s'appelle Phoniquement Femme qui est donné par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Dans ce cours-là, les femmes, elles apprennent à conduire un bateau de pêche, à se dépanner mécaniquement avec un moteur, à faire monter le ligne, à se débrouiller avec le poisson, à faire des filets. Ils apprennent tout ça, les femmes, là. Ils sont capables. Et j'espère qu'ils sont capables, ils sont bien plus assidus que nous autres, ils sont bien plus persévérantes que les hommes. Nous autres, on a un bing-bang de temps en temps, là. Écoute, dans le dernier cahier de pêche que j'ai fait, je parlais de la compagnie Hooké qui va faire une web-série cette année, Les femmes à la pêche. Ils consacrent une web-série juste sur les femmes à la pêche. Écoute, c'est un phénomène qui est là, qui existe maintenant. Il y a des groupes de femmes qui font des voyages ensemble. Il n'y a pas de monsieur dans le groupe, là. Juste des madames. Ça va à la pêche ensemble, les filles. Ils se débrouillent. Charrer moteur, charrer tout. Mais ça, c'est le bateau. Voyons, ça va à la pêche. Voyons, c'est passé ce temps-là. L'égalité, là, est de plus en plus forte. Il faut dire aussi que dans les âges que tu mentionnais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont retraités. Oui. Souvent, madame, elle travaillait, mais quand elle a pris sa retraite, elle disait à son chum, c'est fini, là. Tu y vas plus tout seul, là. Moi, je vais avec toi, ça, j'ai le temps. C'est ça, la madame a travaillé à temps plein, puis elle s'occupait des fois de la maison. Les enfants ont vieilli, là, elle est retraitée, ben là, mon beau garçon, je vais avec toi, là. Oui, puis la retraite, Julien, la retraite de nos parents, ils finissaient à 60 ans ou 65 ans, puis ils mouraient 2 ans après. À cette heure, tu peux arrêter à 55 ans, puis être en forme jusqu'à 80. Fait que ça peut être long, la retraite, si tu fais rien. Donc, avec toutes les activités qu'il y a, c'est pour ça que les gens s'équipent, s'installent, puis go, puis on y va. Bien, il y en a pour tous les goûts. Parce qu'il y en a pour tous les goûts, tous les âges, puis toutes les possibilités, toutes les capacités. Même si tu as un peu de capacité réduite par l'âge, tu vas trouver quand même des activités que tu peux faire. Il y a des terrains qui sont aménagés en fonction de gens comme ça, des facilités d'accès qui sont supérieures pour ces gens-là. Tu sais, on a réussi à développer au Québec une offre qui est vaste, qui est grande. C'est pour tout le monde. Puis même les personnes à mobilité réduite ou n'importe quoi, les personnes sont en fauteuil roulant. Maintenant, il y a des endroits partout. Je te donne un exemple vite fait. Il y a des pourvoiries là, qui ont des pontons justement pour ces gens-là. Ah bon? Il y a des gens qui vont en fauteuil roulant et qui peuvent monter sur le ponton pour pêcher. Ils ne peuvent pas embarquer dans le chaloupe avec un fauteuil roulant, mais ils vont sur le ponton. D'autres ont développé un système de grands quais très long, avec des bancs pour les gens plus âgés qui ne peuvent pas s'asseoir dans le chaloupe. Ils ne peuvent pas se descendre. Tu sais ce que c'est quand on embarque dans un bateau, tu te plies, puis tout ça. Il y a des gens qui, à un certain point, ils ont une canne, ils ne peuvent pas faire ça. Ben là, ils ont mis des grands quais avec des bancs. Les gens s'assoient sur le banc et ils pêchent. Tu sais, c'est vraiment, tout ça, là, tu vois, là, toute cette offre-là a augmenté. De possibilités intéressantes. C'est pour ça qu'on est chanceux au Québec. C'est pour ça qu'on est très chanceux. Dis-moi, Julien, j'ai une question de curiosité. Est-ce que la tendance qu'on voit, surtout dans le monde de l'automobile, mais c'est dans le transport, là, des voitures hybrides, l'électrique, on voit que ça s'en vient et puis c'est fort. Est-ce que les quads, les motoneiges, les moteurs hors bord, aussi, on est moins bruyant, moins polluant, moins énergivore? Est-ce que c'est la même tendance dans le monde du loisir? Oui, c'est la même tendance. La seule chose, les moteurs électriques, il y en a dans certains quads, sauf qu'il faut penser que
le problème de l'électricité, que ce soit dans le motoneige, c'est la performance. Quand tu utilises l'électricité, tu ne peux pas l'utiliser longtemps. La période d'utilisation est limitée. Je te donne un exemple. J'ai essayé, moi, un quad électrique. C'est super. Ça ne fait aucun bruit, ça. Mais le problème, tu as une autonomie qui est très petite. Très petite, l'autonomie. Quand on fait une journée de chasse au gibier, en quad, on peut faire 200-250 km. Tu ne feras pas ça avec un quad électrique. Ben non, tu ne peux pas aller te brancher. 80 km. Puis tu vas te rebrancher avec des batteries probablement liées à l'énergie solaire si tu es dans le bois. Oui, c'est sûr. Ça peut arriver, mais ça, c'est un système. Ouais. Mais tu sais, il reste que oui, les moteurs se sont améliorés beaucoup. Les moteurs hors bord, avec la technologie E-Tech, entre autres, l'huile se brûle à mesure. Tu sais, tout ça, c'est toute la mécanique, elle a évolué énormément. OK. Énormément. Tu sais, avant, je me rappelle, on partait à la pêche, ça prenait des 5 gallons dans le bateau. Ouais, puis on laissait des traces d'huile en arrière, hein, Julien? Il y avait de l'huile sur le lac en tabarouette. Oui. Mais là, il n'y en a plus de ça, parce que l'huile est dans le puits du moteur. C'est un captant, c'est que tu mets un peu de gaz, puis tu t'en vas. Tu sais, je veux dire, puis souvent, tu n'entraînes pas d'essence. Tu as fait une demi-journée de pêche avec ton moteur. Fait que, tu sais, tout ça évolue. Le 4 roues, c'est pareil. Moins bruyant, plus léger. Des pièces mobiles, tu sais, plus faciles d'engrenage. Moins de grosses pièces rough en métal qui faisaient forcer. Tu huilais ça, puis regarde. C'était l'enfer à utiliser ça. Aujourd'hui, c'est simple. C'est facile. Écoute, ils sont rendus avec des directions assistées sur les 4 roues et sur les motoneiges. Ça te donne une idée. Tu peux avoir un bon vieux power steering, comme on dit. Mais je sais qu'il y a toujours un public pour acheter quelque chose de plus cher, de plus extravagant. C'est le même dans les autos, on le sait. Là. Il n'y a plus personne quasiment qui a une auto qui n'a pas les sièges chauffants. Avant, c'était épouvantable. Quand on était jeune, nous autres, puis qu'on embarquait d'un char, je suis certain que tu as vécu ça, Julien, un char qui avait vite électrique, là, c'était impressionnant. On en parlait pendant 2 semaines à nos amis. Hey, il y a vite électrique, c'était les années 70. Là, c'était pas... Là, aujourd'hui, tout le monde a ça, évidemment. Mais est-ce que dans le quad, les 4x4, les deux, les comment tu les appelles, un à côté de l'autre, là, les sidelines, c'est ça. Sont-tu rendus assez fous pour avoir l'air climatisé? Ah oui, puis écoute, l'année passée, j'ai parlé avec un concessionnaire de Québec. Il en a vendu 2. Un qui a vendu 55 000, l'autre, il l'a vendu 61 000. Arrête, es-tu fou? Excuse-moi. Non, mais cabine, vitre électrique, air climatisé, système de son, volant chauffant, à tout ce qui est possible d'imaginer est à sur le véhicule. Suspension à l'air pour lever ton véhicule à des affaires. OK, c'était pas juste pour impressionner, il en a vendu, là. Non, il en a vendu 2. Moi, j'en ai vu un arriver. OK, je suis arrivé chez lui, je vois ça, j'ai dit, tabarouette, ça vaut quoi, ça? Cabine d'eau, puis ce que tu vois là, c'est tabarouette, ça vaut 40 000. C'est tout, 40 000 pour ça. Voyons donc, tu vendras pas ça. Je retourne, je dis, puis, je suis content de dire, puis, ton barbecue basique à 40 000, tu le vois-tu? Non. Je l'ai vendu 3. Je l'avais vendu 3 comme ça. Tu sais, les gens sont rendus là, puis tu vois des affaires, là, tu te dis, mais ça va arrêter où? Ça va arrêter où? Regarde, c'est des portes, c'est des vitres. Je te dis, moi, j'en ai essayé un, là. Les vitres électriques, tout ce que tu voudras sur le véhicule. Mais tu sais ce que c'est? On s'en va pas en quoi? C'est comme un camion dans le bois. C'est comme un petit camion. Mais en même temps, t'es pas obligé d'acheter ça, mais il y a un public pour ça, c'est ça que tu me dis. Il y a un public pour il y a un public c'est un public de niche, OK? Faut être honnête. Ben oui. C'est une niche comme dans les voitures super équipées, super performantes. C'est de la niche. Hein, mais il y en aura toujours. Mais dans la moyenne, on peut avoir des bons véhicules pour s'amuser dans des prix raisonnables dans ces choses-là. Oui. Aussi. Pas de ça d'avoir la haute gamme où il y a à peu près juste... il ne te sert pas ton pas quasiment, c'est tout. Oui, c'est ça. Est-ce que un petit mot sur les pourvoiries, parce qu'il avait été mis à mal, les pourvoiries, à cause des coûts, l'environnement, les avions qui se rendaient plus, tout ça. Mais comment ça va, les pourvoiries? Il y en a plusieurs qui ont vendu, il y en a qui ont fait faillite. Est-ce que ça s'est raplombé un peu ou? Oui, ça s'est raplombé. Écoute, d'abord, pour l'hydravion, il y a un monsieur de Montréal, son nom m'échappe malheureusement, qui a racheté tous les actifs d'Air Saguenay avec les bases, ça. Okay. Puis il a assuré la continuité. Ça, ce dossier-là des hydravions est réglé. Les pourvoiries, de façon générale, ça va très bien. Là. Écoute, tu sais, les pourvoyeurs, il y en a plusieurs qui chialent, c'est ça, mais au fond, là, quand ils regardent, là, les gars, là, ils ont tous des gros pick-up, tous des beaux chalets, des beaux bateaux, des beaux... Hey, regarde, là, moi, je les connais, là. Ils sont un petit peu chialus, c'est bon, parce qu'en réalité, là, c'est une industrie qui va bien. C'est une industrie qui va bien, la pourvoirie. Oui, la pandémie les empêchait de rouler comme ils roulaient d'habitude, c'est-à-dire d'avoir, mettons, 4 chums dans un chalet, là, c'est sûr, ils ne pouvaient pas au début. Là. Après ça s'est placé.
Comme ça va se placer cette année, vois-tu, ce soir, ils vont annoncer des développements, là. Ben, d'après moi, là, tu vas avoir du déconfinement un peu partout. Je pense qu'au mois de juin, on va être rendu parfait, là. Écoute, là, c'est là qu'on est rendu, mais souvent, les gens appréhendent. Et ce que j'ai pas aimé dans la pandémie, c'est ça, c'est les petits Joe connaissants, les mononcles à Gougoune, là, qui allaient là avec toutes sortes de situations, puis il va arriver ci, puis il va arriver ça, puis il fait pas ci, il fait ça. Laissez les choses se faire. Laissez les choses arriver. Ça va arriver. Parce que, tu sais, dans une pandémie comme celle qu'on a vécue, si tu commences à faire peur aux gens, t'avances sur des sujets que tu connais pas vraiment, mais que tu inventes dans ta tête, ça existe. Là, ça cause des dommages épouvantables à certaines personnes. Là, c'est ça que les gens oublient. Ça fait qu'avant de dire « Ah, je vais perdre mon voyage de pêche », t'as raison, on va perdre mon voyage de pêche. Attendez, ça va se placer. Ça s'en vient. Oui, bien, on sait, avec la vaccination, tu as raison. Je terminerai pour cette première chronique, parce que j'ai pas l'impression qu'on a fait le tour. On va certainement revenir, si tu as le temps, vu que tu es un retraité trop actif, mais on prendra le temps qu'il faut, puis au moment où tu feras ton affaire. Mais une dernière question sur le fait qu'on a eu une année exceptionnelle, des ventes de fous, puis des choses inespérées, puis même insoupçonnées. Est-ce que il va rester quelque chose de permanent de ça? Est-ce que c'est une mode ou une tendance? Ou encore, il y a quelque chose qui a changé? Oui, il y a quelque chose qui a changé, puis ça va rester. Parce que, comme je te disais, tu sais, là, tu vas regarder, tu vas passer devant un restaurant, souvent. Si tu ne rentres pas manger pour goûter la nourriture qu'il y a là, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Là, les gens passaient, puis ils voyaient ça, ils voyaient des annonces passer. Ben oui, le chalet dans le bois, ça. Mais là, par la force des choses, ils l'ont fait. Ben là, ils ont découvert quelque chose. Il y a un paquet de gens que le monde s'est ouvert à eux autres au Québec là, pendant la pandémie. Fait que ces gens-là, ils continuent. Puis regarde, je vais donner l'exemple avant qu'on se laisse. Très précis. L'île Anticosti, c'était un paradis sur Terre que moi, j'adore, mais bon, les gens, il faut y aller dans sa vie. La villégiature à l'île a toujours été, ça fonctionnait, tu sais, mais ouais. Pendant la pandémie, l'année passée, les gens cherchaient des destinations exotiques et l'île Anticosti est devenue une. Cette année, il ne reste plus une place de libre pour louer quelque chose cet été à l'île d'Anticosti. C'est complet. Complet. Et 2022 commence à être vendu. Fait que ça me donne Moi, ça a été une révélation. Je suis allé une fois parce qu'on m'avait dit exactement ce que tu me dis. Faut que tu y ailles une fois. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. J'ai trouvé ça impressionnant. Là. Quand j'ai vu le pick-up avec une grosse grille en avant, il dit, tu vas comprendre pourquoi. Ils ont toutes des grosses grilles de métal. Il y en a du chevreuil. Écoute, c'est parce que moi, je te dirais, en Gosselin, c'est un continent dans un continent, l'île d'Anticosti. C'est un continent à elle seule, dans le Québec. Il faut voir la géologie, ce qui s'est passé là, les naufrages, le fait qu'ils ont trouvé des traces de vikings, ils ont trouvé des petites pierres de gens enterrés, tous des gens qui mesuraient au-dessus de 6 pieds, 7 pieds, des grandes personnes. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont passé là avant nous autres. Là. Pas mal. Beaucoup. C'est vrai qu'il y a de l'histoire, Il y a aussi des paysages. Moi, j'ai vu parmi les plus belles rivières que j'ai vues de ma vie, j'en ai vu là. Ah, puis les quatre de la table, puis ces choses-là, puis les gras de la rivière Patate, tu vois des choses. Tu vois des choses-là qu'il n'y a pas ailleurs. Le canyon de la rivière Boréale, quand tu descends au pied de la chute, manger du sandwich, là, tu vois ça en haut que ça coule, tu te dis ça a pris des millénaires à creuser ce canyon-là. Tu te dis, puis tu vas à la rivière Observation, puis à droite, les 2 pieds dans l'eau, puis à gauche, c'est un canal, un tunnel, un canyon qui descend de je ne sais pas combien de centaines de pieds. Tu vas au bord de la route, tu as juste la route, l'autre bord, c'est le canyon, tu es dans le vide. Tu dis, mais il ne faut pas oublier que l'île, c'est le choc des plaques tectoniques, elle est sortie du fond de l'eau. C'est un morceau de terrain qui n'est pas rattaché à nulle part. Ça a sorti du fond de la mer. Et c'est pour ça qu'au sol, partout, si tu as remarqué quand tu es allé, peut-être tu ne l'as pas remarqué, mais beaucoup de fossiles sont à la surface de terre. Oh oui, J'ai la couleur de la terre, moment, c'est rouge de par endroit. Là. Non, il y a de quoi là. Écoute, tu nous donnes... Ça, c'est un exemple, et on peut en parler... La Basse-Côte-Nord, on peut en parler du nord du Québec, on peut en parler de on va le faire. tellement de choses. On va le faire dans un prochain podcast. On va faire ça ensemble. Si ça te tente... on va s'amuser. On va s'amuser. Merci beaucoup, Julien, de partager avec nous autres. C'est vraiment ce genre de balado, moi, que j'aurais aimé entendre. Je vais l'écouter d'ailleurs, mais je suis content d'avoir participé. Mais c'est le genre d'affaires que... Parce que les gens, les balados, souvent, ils enregistrent ça, ils le téléchargent, mettent les écouteurs sur la tête, vont marcher dans le bois, vont marcher le chien, s'en vont au chalet, téléchargent ça, ils écoutent ça en prenant un petit gin en fin d'après-midi. Fait qu'on va saluer des gens à qui on a peut-être donné le goût d'aller se promener. Allez-y. Allez voir le steamboat dans la réserve de Saint-Maurice, là.
C'est un rocher qui ressemble à un bateau à vapeur en plein bois. Tu t'en vas, tu prends un sentier, tu arrives là. C'est exactement fait comme un bateau à vapeur. Ouais, ben merci beaucoup, écoute, d'avoir partagé avec nous. Puis on va te lire dans le Journal de Québec et Journal de Montréal, j'imagine. Tu passes partout, hein? Oui, partout, un peu partout. Site Internet, un peu partout. Parfait. Les gens peuvent me voir la fraise pas mal. Merci, Julien. OK, bye-bye. Salut, Julien Cabana du Journal de Québec, chroniqueur plein air, chasse, pêche et beaucoup plus.